Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes dans la deuxième émission de l'Érable en bref 2, un résumé de l'actualité locale en toute diversité. Pour cette diffusion, nous vous proposons 3 sujets traités de manière compacte. Pour commencer, nous vous expliquerons le projet pilote du Centre de santé régional de l'Érable, un plan pour faire face aux urgences mineures en matière de santé dans notre région. Il s'agit du premier projet de santé qui provient du secteur privé, mais qui vise à être financé par des subventions gouvernementales et des dons. En deuxième lieu, nous nous occuperons de l'aide aux devoirs et de l'appui complémentaire que les étudiants de l'école primaire et secondaire puissent avoir besoin de nos jours. Finalement, de l'éducation formelle, on passe à l'éducation dans la forêt pour pouvoir reconnaître les types de champignons dans le parc régional des Grandes Coulées. Nous commençons d'abord par le projet pilote du Centre de santé régional de l'Érable, un projet qui a été annoncé le 28 juin 2022. Nous sommes présentement avec l'équipe de la TVC au centre administratif de la MRC de l'Érable pour l'annonce de l'ouverture des nouveaux services de santé dans le CLSC de Plessisville. Il s'agit de nouveaux soins d'urgence et de services de première ligne disponibles à toute la population, incluant plus de 11 000 personnes n'ayant pas accès à un médecin de famille. Pour nous, l'objectif était de faire revivre à Plessisville les soins de santé qu'on a déjà eus au niveau du CLSC. C'était une importance particulière compte tenu des problèmes qu'on vit présentement dans le circuit. À cette fin-là, un comité s'est formé, un comité a travaillé. Finalement, on a pondu un document. Ce projet est proposé pour faire face au volume important de demandes de la population en matière de santé. Les gens consultaient à Forteville, consultaient c'est-à-dire qu'à l'urgence de Thetford ou l'urgence finalement, c'est-à-dire que de Victo. Et puis à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons, il y a des délais d'attente, que des délais, les gens attendaient 6, 8, 10 heures, 12 heures, étaient même retournés chez eux. Ces personnes âgées-là qui ont peu de moyens de déplacement dû à leur santé et autres, sont obligées de faire des kilomètres et des kilomètres alors qu'on pourrait avoir ce service de première ligne chez nous. Mais en résumé, il y a une chose qui nous unit tout le monde ensemble, c'est que l'urgence des besoins à combler, tout le monde le reconnaît. L'adoption du plan de travail contemple l'embauche de médecins à la retraite à temps partiel. Mais je veux dire, un peu de difficulté dans un GMF ou dans une structure traditionnelle pour la simple bonne raison qu'ils sont obligés de faire du temps plein. D'accord? Ça marche? Fait que là, finalement, c'est-à-dire que c'est facile, ça va être facile pour un médecin à la retraite ou à la semi-retraite comme ça de venir faire un bloc de 2 heures ou 3 heures. Ça va commencer progressivement. Puis dépendant de la demande, ben là, c'est-à-dire le nombre de personnel, c'est-à-dire le personnel va grossir. L'objectif ultime, c'est de mettre en place 7 médecins à temps plein, 5 médecins à temps partiel, 5 infirmiers praticiens à temps plein, un pharmacien à temps partiel, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un technicien en service social, 2 travailleurs sociaux, 3 travailleurs de rue, 1 travailleur de rang, 2 secrétaires et 3 téléphonistes. Il y a déjà du personnel qui est là, parce qu'on a déjà des services de radiologie l'après-midi. La conception de tous ces détails a demandé un travail de bénévolat de plusieurs intervenants. C'est un comité de bénévoles, d'accord? On est tous, actuellement ici, on est tous des bénévoles qui ont mis du temps à travailler là-dedans. Puis ça fait un an, 15, 16 mois finalement qu'on met du temps là-dedans, d'accord? Les spécialistes se sont rendus compte que le manque de services de santé produisait des problèmes pour le développement des travailleurs de la région. T'sais, on sait que la rétention de main-d'œuvre, en ce moment, là, c'est un problème, c'est un des grands problèmes de la société. Puis quand si tu es déjà en manque de main-d'œuvre, puis parce qu'il y a un de tes enfants de ta famille qui est malade, puis qu'il faut que tu ailles attendre 24 heures à l'urgence, ben le lendemain, tu rentres pas, là. Suite à la conférence de presse, nous avons rencontré Éric Chartier, le maire de la municipalité de Villeroy. On voulait savoir principalement c'était quoi les demandes de la population par rapport aux services de santé. Je suis préposé aux bénéficiaires à l'Hôtel-Dieu d'Orthabasca. Je suis agent d'intervention en milieu psychiatrique. Fait que le milieu de santé, c'est pas mal de mon dedans, là. Fait que puis je vois les besoins qu'il y a l'Hôtel-Dieu d'Orthabasca, Thetford Mine, l'urgence est bondée. Fait qu'on a un besoin que dans notre région ici, dans le monde ruralité, ici à Plessisville, dans la MRC de l'Érable, on s'aperçoit que il y a plusieurs personnes qui ont il y a 11 000 personnes qui n'ont pas de médecin de famille dans notre région. Quand il arrive une urgence, les premières lignes, ça abonde à l'Hôtel-Dieu d'Orthabasca, autant en santé mentale qu'en physique. Fait que je pense qu'on a besoin de se laisser là, mais ça va être un comité de santé. C'est un projet pilote qu'on veut partir, comme on vous disait tantôt. C'est révolutionnaire. Ça va être une gestion d'un comité qui va gérer ça.
Puis ça va être avec le CIUS, le monde des affaires de la MRC de l'érable, puis la MRC de l'érable. Fait qu'on veut gérer ça avec une gestion, puis payé par le monde du CIUS, que le monde de la santé. Donc, vous nous parlez d'un projet révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous aide à définir ça comme révolutionnaire? Oui, parce qu'on va être les seuls au Québec qui va être une gestion d'un comité à but non lucratif qui va gérer le comité de santé. On va être les seuls au Québec qui vont faire ça. Après cette conférence de presse, nous avons entendu l'apport positif qu'aura ce nouveau projet pilote de service d'urgence à Plessisville. Cela aura un impact positif sur la main-d'œuvre dans la région ainsi que sur le marché des affaires. Pour la TVC, Marion Carey. La santé et l'éducation sont des sujets de base dans notre société. Maintenant, nous nous occupons de l'éducation. Mélanie Carrier est la directrice de La Passerelle, un organisme privé qui s'occupe de l'aide aux devoirs et d'autres activités éducatives hors des écoles. Elle est venue dans nos studios de la TVC pour discuter sur les possibilités d'apprentissage quand les enfants et les adolescents ne performent pas très bien à l'école. Aujourd'hui, je vous présente Mélanie Carrier, qui est directrice générale de La Passerelle. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup, toi aussi. Oui, merci. Donc, qu'est-ce que c'est La Passerelle? Bien, La Passerelle, en fait, c'est un centre de soutien scolaire pour aider les enfants, non pas pour évaluer les enfants de leur degré. Quel est le diagnostic, par exemple, mais plutôt un lieu d'intervention. On aide les enfants, en fait, qui ont des difficultés d'apprentissage, tant les élèves du primaire que les élèves du secondaire. Donc, vous faites pas de cégep ni universitaire? Non, okay. On ne touche pas au collégial ni à l'universitaire. OK. Et puis, vous êtes situé à Plessisville, donc ça fait combien de temps que vous êtes à Plessisville? Officiellement, on est à Plessisville depuis octobre 2020. Par contre, on a commencé à œuvrer en septembre 2020. On a fait quelques petits essais, mais officiellement, l'ouverture s'est faite en octobre 2020. Donc, vous avez commencé pendant la pandémie. Exactement. Donc, en fait, je dis toujours que La Passerelle est un peu le bébé de la pandémie parce qu'il est né d'une réflexion. Est-ce que ça se peut que les élèves soient pas rendus tous au même niveau? Donc, au niveau secondaire, surtout, le primaire aussi. Donc, cette réflexion-là, je l'ai eue, et oui, avant, parce que c'est un projet que je chérissais depuis plusieurs années, mais a été encore plus grand, cette réflexion-là, pendant le temps de la pandémie. Donc, c'est quelque chose de global. À la maternelle, quel genre de problème un enfant de maternelle peut avoir? Ben, au niveau, la maternelle, c'est souvent au niveau de l'orthophonie, tout ce qui est langage parlé, tout ce qui est, c'est ça, dans le fond, la structure. Puis on parle aussi de conscience phonologique, qui est très importante pour l'apprentissage de la lecture. Tu sais, par exemple, qu'est-ce qu'on entend à la fin des mots, qu'est-ce qu'on entend au début des mots. Ça, c'est un précurseur à la lecture. Donc, quand on voit qu'il y a une difficulté à ce niveau-là, à la maternelle, ben on peut envisager des problèmes aussi au niveau de la lecture en première. Et quel genre de problème un élève de primaire peut rencontrer? Ouais, souvent là, c'est des choses qui reviennent là. Fait que dès le début là, de la scolarisation, donc on parle de première, deuxième année, là, le premier cycle du primaire, le parent va surtout venir nous voir parce qu'il y a un problème au niveau de la lecture. Souvent, c'est vraiment ça qui est ça cloche, ça lit pas comme je voudrais, il y a pas une belle fluidité, c'est pas facile, il revient à la maison avec des textes, avec des évaluations de lecture qui sont pas super. Donc, je pense que sincèrement, il y a quelque chose à faire là. Et pour nos jeunes du secondaire, quels problèmes ils peuvent rencontrer dans leur parcours scolaire? C'est souvent dans une matière précise qu'on va nous contacter au secondaire. Puis aussi, oui puis non là. En fait, par exemple, un parent peut nous parler qu'il y a des problèmes au niveau de l'anglais, les mathématiques, le français. Donc ça, oui. Mais aussi, ce qui rajoute au secondaire, c'est toute la question de l'organisation. Souvent, en première secondaire, c'est toute une nouvelle appropriation de comment ça fonctionne l'école. On change de local alors que à notre primaire, on était
dans notre classe, puis c'était notre enseignant, on changeait que quelques fois pendant la semaine. Mais au secondaire, c'est une autre approche. Donc, il arrive parfois que nos élèves du secondaire, qui ont un petit peu de misère à s'acclimater à cette nouvelle organisation-là, quand elles se remettent les devoirs, donc toute l'organisation de l'agenda aussi, ça fait partie de certains suivis là, qu'on offre à la passerelle, comment s'organiser pour être en mesure de bien faire la semaine en question. Est-ce que c'est des services plutôt individuels, de groupe? Ouais, ben j'offre en fait 3 services. J'ai un premier service de groupe qui est offert plus pour le primaire, qui est un service d'aide aux devoirs. Les élèves sont en groupe de 6 à 8 maximum. Puis dans le fond, ils viennent faire leurs devoirs. C'est un service, je dirais, qui est beaucoup pour moi je le vois pour les parents. On veut s'offrir une soirée de répit, on veut s'offrir un moment privilégié avec notre enfant pendant la soirée plutôt que notre soirée tourne à la chicane parce que l'enfant veut pas faire ses devoirs. Donc c'est vraiment un endroit pour faire les devoirs, le sac, on ouvre l'agenda, mots de vocabulaire, petite lecture, ça dure 1 heure, la collation est servie, Vrac de choix aussi vient nous porter nos collations vers 3h, 3h15, fait que les enfants là, ils ont comme à la maison, en fait, comme ça se passerait à la maison. Mais à cette période-là de devoirs et leçons, il n'y a pas d'aide qui est offerte. Par exemple, on peut pas prendre un service d'aide aux devoirs parce qu'on a un problème en lecture. Là, c'est l'autre service qui rentre en ligne de compte, le service qu'on dit individuel. Donc là, j'ai des tuteurs qui sont soit des enseignants ou des orthopédagogues qui vont travailler pendant 60 minutes avec un enfant pendant 5 ou 10 rencontres, à raison d'une rencontre par semaine. Environ, un enfant qui a un problème à l'école va avoir, au niveau de l'orthopédagogie scolaire, 1h30 d'orthopédagogie, 3 fois 30 minutes pendant la semaine. C'est ce qui est offert habituellement. Maintenant, quand on offre à notre enfant 1 heure supplémentaire, mais on vient presque doubler l'aide. Fait que c'est pour ça que je dis qu'1 heure, c'est suffisant, parce que l'aide est presque doublée. Le 3e service, c'est le service de l'orthopédagogue qui va travailler plus sur des besoins plus ciblés de quelque chose, d'un diagnostic, par exemple, qui a été donné, on va travailler plus précisément là sur ces difficultés-là. Et de notre optique, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir qui ont pas de mauvaises notes, qui ont pas de problème particulier, mais qui souhaitent s'améliorer? Est-ce que c'est déjà arrivé? Pas à l'heure actuelle. J'ai pas eu personne comme ça qui est venu, en tout cas de mon souvenir, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais de mon souvenir à moi, non, j'ai pas eu vraiment d'enfants comme ça ou d'élèves comme ça qui voulaient s'améliorer. Par contre, j'ai reçu des élèves qui devaient avoir une meilleure note pour entrer dans un programme, par exemple, au collégial. Donc, par exemple, soit le français, pas passé, ou les mathématiques, ça les prend pour entrer dans un domaine particulier. Donc, des élèves excessivement motivés pour c'est ça, pour leur programme, pour entrer, puis pour poursuivre leur formation. Donc, merci pour cette entrevue, c'est super intéressant. Merci à toi. On est content de vous recevoir, donc j'espère que vous avez apprécié. Nous pouvons apprendre aussi dans la forêt. Cet été, le Parc régional des Grandes Coulées a organisé des activités de reconnaissance des champignons. Nous avons justement parlé avec 2 spécialistes pour mieux connaître les champignons dans la nature. Bibiane Fortier, présidente de l'Association des mycophiles sylvifrans, et Luc Desbiens, un ingénieur forestier de la MRC de l'Érable. Nous nous trouvons dans la forêt ancienne du Parc de la Grande Coulée, située à Plessisville, avec ses 10 km de sentiers et ses attractions en pleine nature. Cette fois-ci, nous participerons à la collecte et à la classification de champignons. Des guides de l'Association des mycophiles sylvifrans animeront l'activité. C'est avec Luc Desbiens, ingénieur forestier de la région, nous expliquera quels sont les secrets pour une bonne initiation à l'identification des champignons. On a un groupe pour une sortie éducative pour découvrir les champignons de la forêt. Cette activité-là, ça se trouve être pour qui exactement? C'est le Parc des Grandes Coulées qui organise ces sorties-là. Et c'est pour la population en général de la MRC de l'Érable, mais même de plus loin aussi. Il y a des gens, des fois, qui viennent de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, Montréal même.
Bon, Luc, j'aimerais savoir, avant toute chose, c'est quoi un champignon? Ben, un champignon, on a tous en image les champignons de Paris qu'on a à l'épicerie. Là, donc, on voit un peu la forme des champignons. Donc, un champignon, c'est vraiment... on connaît le monde, le règne animal, OK? Oui. On connaît le règne végétal avec les arbres, les plantes. Mais les champignons, c'est un règne vraiment spécial pour les champignons. OK? Donc, c'est des organismes qui ne font pas de photosynthèse. Donc, ils ne peuvent pas eux-mêmes créer leur énergie. Parce qu'on sait que les arbres, avec les feuilles, font de la photosynthèse, donc font des sucres qui permettent leur croissance. Les champignons ne peuvent pas faire ça. C'est pour ça que les champignons s'associent aux arbres, au niveau des racines, OK, pour obtenir une partie des sucres des arbres. Et de leur côté, les champignons, avec tout leur système racinaire, le mycélium, vont aider l'arbre à se nourrir, à puiser l'eau et les minéraux dans le sol presque 1000 fois plus que s'il n'y avait pas de champignons. Donc, c'est vraiment fantastique. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des champignons sur les arbres, des champignons de Carie. Donc, ils ont besoin de se nourrir de l'arbre pour grandir. Comment naissent les champignons dans la forêt? Comment ça fonctionne tout ça? Ben, les champignons se reproduisent. Lorsqu'on voit un champignon, mettons un chapeau, OK? Sous le chapeau, là, il va avoir, si on secoue un petit peu sur une feuille blanche, on voit là une genre de poussière, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les spores du champignon. Donc, les champignons se reproduisent par les spores, qui vont sûrement être poussés par le vent et là vont retomber au sol et ou sur un tronc d'arbre blessé ou sur un arbre mort. Donc c'est vraiment par les spores qu'ils se reproduisent. Et là ils vont grandir tranquillement. Je crois qu'il y avait un petit lien à faire entre autres là avec d'autres éléments de la nature un petit peu. Ça se peut-tu? Oui, mais les champignons font partie de la forêt. On les voit sur le sol, là. Et puis, donc aujourd'hui, on va, avec aussi la collaboration de l'association des mycophiles sylvifrants, OK, qui vont être avec nous pour nous apprendre à cueillir les champignons, puis aussi à bien les identifier là, par la suite. Je pense qu'on peut pas s'improviser non plus. Non, il y a une règle d'art, c'est qu'il faut vraiment être sûr là, de l'identification avant de consommer tout champignon. Là. Donc, puis il y en a des centaines. Ici au parc, là, on a plus d'une centaine de champignons. OK, à différentes périodes de l'année. Là, la meilleure période, c'est août-septembre, où il y en a le plus. Mais donc, quand on fait des inventaires, c'est autour de 100, 125, 150 qu'on peut trouver ici dans le parc. Oh, quand même. Sur les 3000 qu'il y a au Québec. Parce que là, dans le fond, vous avez un programme éducatif qui vient toucher un petit peu autre chose aussi que les champignons. Oui, ici, le parc des Grandes Coulées, c'est un parc qui est pour la population, surtout de la MRC de l'Érable. Et puis, c'est un parc qui a un accès gratuit. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent marcher au parc. Donc, on leur offre aussi la possibilité de mieux découvrir les oiseaux au printemps et les arbres aussi au mois de septembre. Donc, en connaissant mieux les oiseaux, les champignons, les arbres, ça permet de profiter encore mieux de la sortie en forêt, de la marche en forêt. Mais il y a la vie sous terre. Y a-t-il une manière de préserver peut-être les champignons aussi au niveau de la cueillette? Absolument. Donc, lorsqu'on fait une cueillette en forêt, d'une part, il faut c'est un peu comme dans toutes les cueillettes de plantes sauvages. On n'en cueille seulement qu'une petite partie. Mettons qu'on arrive sur une talle de champignons, OK? Ben, on peut en cueillir 10, 15, 20 mais c'est très important de laisser la majorité pour que cette talle-là puisse continuer à vivre, OK? Donc, les champignons se multiplient par des petites particules qui sont les spores. Donc, si on enlève tous les champignons, ben, à un moment donné, les champignons vont simplement se déplacer au niveau du sol ailleurs. Donc, on cueille seulement une partie des champignons et on a un petit canif, donc on cueille, on coupe très bien là, pour ne pas arracher non plus le champignon. Okay, donc, on coupe le champignon, on peut, avec une brosse à dents, peut-être le brosser un petit peu, enlever les particules de terre qu'il peut y avoir dessus, et on le met dans des sacs de papier. OK? Pour chaque espèce qu'on trouve, on les met dans des sacs séparés pour ne pas qu'il y ait de contamination un à l'autre. Mettons, si on a un champignon qui est toxique, pour ne pas qu'il vienne intoxiquer un champignon qui est correct. Okay. Donc, un sac de papier par sorte de champignon. Et là, on a un panier, là, ça peut être un panier pour cueillir les fruits ou
dans lesquels on met nos différents sacs. À ce moment-là, quand les gens viennent participer à l'activité, est-ce que c'est des choses faut qu'ils prévoient d'apporter eux-mêmes, les sacs Oui, c'est ça. papier? Oui, on leur dit, lorsqu'ils s'inscrivent, on leur dit d'apporter un panier, un canif et quelques sacs. OK. Et donc, c'est simplement ce qu'on fait. Et là, ensuite, en matinée, on cueille. Et l'après-midi, on se retrouve au Carrefour de l'Érable pour faire vraiment la séance d'identification avec nos experts là, de l'association OK, des ça se fait pas microphiles. vraiment en forêt Non, nécessairement. en forêt, c'est seulement la cueillette. OK. OK, on cueille le plus grand nombre de variétés différentes de champignons. On amène tout ça au Carrefour. Et là, en après-midi, il y a un 2 heures là, qui est spécifiquement sur l'identification. Et là, on explique aux participants quels sont les critères pour vraiment bien identifier les champignons. Ben, merci beaucoup à Luc. Merci, à toi, Kathleen. Luc. Ouais. Je termine pour dire, ne fumez pas en forêt, mais ni dans les sentiers, parce qu'il y a des personnes pour qui ils font une grande différence. Alors, c'est ça. On s'en va cueillir les champignons maintenant. Bon, ça commence bien, ça commence bien. Mais lui, il est déjà dans les feuilles. Alors, j'ai pas eu besoin de creuser. Alors, je vais en apporter pour les identifier. C'est sûr que l'autre groupe aussi vont les voir, là. OK, un colibri de chêne. Hein? Et sa particularité aussi, c'est que les lames sont toutes serrées une sur les autres. Plusieurs colibris sont comme ça, et il y en a d'autres que c'est exactement l'inverse, grosses lames. Puis vous avez toutes des questions sur les arbres, gênez-vous pas, hein, parce que je peux vous aider dans ça. Il y a plusieurs personnes qui pensent que les champignons sont tous bruns, beige ou blancs, mais c'est pas vrai. Il y en a des bleus, il y en a des roses, il y a toutes les couleurs. J'espère que je le couperai pas. Normalement, il pousse droit. Voyez? Toute cette partie-là est dans le sol, puis il m'en manque un petit peu. Ça s'appelle un pied qui est radicant. On n'appellera pas ça une racine, mais radicant, ça vient quand même de racine. Ça, c'est un colibri. Un colibri? Oui, c'est ça. L'autre, c'est un colibri, celui-là aussi. Quand on parle de toxicité pour les champignons, il faut que ça passe par l'estomac. Et quand le corps digère, c'est là que la toxine devient dangereuse. Alors, lui, il y a des lames aussi, comme on peut voir. Et les lames sont facilement détachables. Celui-là, on peut les enlever facilement. C'est une de ses particularités. Comment il s'appelle déjà? Paxille à pied noir. Je vais prendre le plus petit. OK. C'est parce que, alors, si c'est une pruche, c'est le ganoderme de la pruche. Les personnes qui consomment du reishi, c'est un champignon japonais. Ça, c'est dans la même famille. Au Québec, il y a aussi les deux autres sortes qui poussent sur des feuillus. Il faut creuser beaucoup parce que je sais que j'ai pas besoin d'aller loin. OK. C'est un antholome. Comment tu l'appelles? Antholome. Il peut venir beaucoup plus gros que ça. Mais quand il va être rendu gros, on verra plus le petit reflet jaune, puis on saura pas c'est lequel, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont sosis une fois rendus là. C'est, je pense, un marasme. C'est une amanite. Elle vaut la peine, ça vaut la peine de creuser tranquillement. Pourquoi je dis que c'est une amanite fauve? C'est parce que la volve est tachée de brun rouille. Okay. Il y en a un autre qui est semblable, mais la volve est plutôt blanc grisâtre, là. Fait que c'est différent.
Ben, ici, ce sont des amanites. Dans nos principaux critères pour les amanites, c'est la base du pied, qui a soit un anneau, qui va avoir une marge du chapeau qui peut être sillonnée ou pas. Ça fait partie des signes. Et nous n'en avons pas présentement, mais la manette vireuse, qui est le champignon mortel au Québec, c'est dans cette famille-là. La manette blanche, elle va être toute blanche, au complet. Elle va avoir un sac qu'on appelle une volve à la base et elle va avoir un anneau. Ici, ce sont des bolets. Il y en a plusieurs qui sont comestibles, qui sont sur l'autre table. La particularité des bolets, c'est d'avoir des tubes. Nous avons été témoins de la complexité du monde des champignons. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une tâche professionnelle, donc ne jamais ramasser de champignons dans la forêt sans un expert à vos côtés. Le Parc des Grandes Coulées organise ce type d'activité à chaque année, ainsi que d'autres sorties en pleine nature. Si vous voulez avoir plus de détails, consultez le site Internet du parc. Pour la TVC, Kathleen Grenier. Nous nous approchons de la fin de cette édition de l'Érable en bref 2. Nous venons de connaître un plan pour faire face aux urgences mineures en matière de santé dans notre région, le projet pilote du Centre de santé régional de l'Érable. Nous avons appris aussi quelques techniques pour appuyer l'éducation des enfants et des adolescents à l'école au travers des propos de la directrice de l'organisme privé La Passerelle, Madame Mélanie Carrier. Finalement, nous avons été introduits dans la reconnaissance des champignons dans la forêt grâce à l'association des mycophiles Sylvifranc. Pour plus d'activités en plein air, prenez note que le mercredi, le 28 septembre et samedi, le 1er octobre, aura une activité éducative pour identifier les différents types d'arbres dans la forêt du Parc des Grandes Coulées. Nous vous invitons à notre émission L'Érable approfondie pour connaître plus de détails sur chacun de ces sujets. Pour l'instant, on vous dit à la semaine prochaine.